Bonsoir et bienvenue à cette édition du 1er août de l'Hebdo, votre rendez-vous d'actualité régionale à la télévision des Basses-Laurentides. Mon nom est Clara Maté-Jeunet et je suis votre animatrice. Ce soir, on commence l'émission à Blainville pour souligner le début de la Semaine québécoise des marchés publics. On sera ensuite à Saint-Hippolyte pour découvrir le projet Les Tucs de l'Espoir qui vise à apporter soutien et réconfort aux patients suivant des traitements de chimiothérapie. En entrevue, je reçois Rebecca Pétrin, directrice générale d'Au Secours, qui nous fait part de la réaction de son organisme face aux derniers développements dans la saga Stablex. Et on termine notre tournée à Mirabel, au tout nouveau centre d'amusement Time Out. Bonne émission! Du 1er au 11 août, l'Union des producteurs agricoles célèbre les marchés publics de la province. Dans les Basses-Laurentides, ce n'est pas le choix qui manque si vous souhaitez faire vos emplettes chez des producteurs locaux durant la saison estivale. À Rosemère, ce sont les mercredis que vous pouvez profiter du marché de votre municipalité, tandis qu'à Sainte-Thérèse, ce sont les vendredis. Les samedis, c'est à Saint-Eustache que ça se passe et les dimanches à Mirabel et à Oka. À Saint-Jérôme, le marché est ouvert les mardis, vendredis et samedis. De notre côté, on a décidé de s'arrêter au marché public de Blainville, ouvert le jeudi, pour découvrir ce qu'il a à nous offrir. Bienvenue au marché public de Blainville. Donc, on est derrière le stationnement de la Maison des associations, près de la bibliothèque et de l'aréna. On est rendu à la 6e édition des marchés publics. On est vraiment fiers. On était à peu près 15 à 20 kiosques. Maintenant, on en a une trentaine. Donc, ça a évolué. On a apporté des nouveautés aussi. Quand vous arrivez, dans le fond, les marchés publics commencent de 15 h et se finissent à 19 h. Vous avez des prestations musicales. Vous pouvez déguster sur place. Vous avez un espace jeu. Vous avez à 19h30 un spectacle Les Airs d'été. Donc, vous arrivez là, vous pouvez faire un pique-nique, un 5 à 7 en famille, puis par la suite, vous dirigez vers le spectacle. Lorsque vous venez visiter les marchés publics, vous avez des produits maraîchers, vous avez des produits d'artisans, vous avez des pâtisseries, vous avez de la pizza, du prêt à apporter. Vous avez également des bijoux, des petits fruits. Vous avez également des vinaigres, vous avez des huiles, vous avez une boulangerie, une fromagerie, plusieurs produits locaux et régionaux. Ici, dans le marché public, c'est la première année qu'il y a des artisans. Je fais le marché de Noël depuis, ça va être ma 3e année, mais pour l'été, c'est la première année. Est-ce que vous êtes là chaque semaine? À chaque 2 semaines. Chaque 2 semaines, puis comment ça se passe jusqu'à présent? Là, c'est ma 2e fois, mais ça va bien. Il y a beaucoup de gens qui circulent, c'est le fun, on rencontre des belles personnes. Puis, tu sais, l'idée, c'est que les gens nous disent aussi que c'est beau, qu'est-ce qu'on fait. C'est pas tout le monde qui achète, mais c'est pas grave. L'important, c'est de partager qu'est-ce qu'on fait. C'est une gratuité pour les gens de Blainville pour venir avoir un kiosque. Les marchés publics sont là, c'est vraiment régional, mais on donne une gratuité aux producteurs locaux. La Ville, on a une politique d'achat local. Donc, au niveau de la municipalité, lorsqu'on fait des appels d'offres, on va favoriser l'achat local. Également, on a la Chambre de commerce Thérèse de Blainville avec son aile Blainville qui, cet automne, amène une vitrine, une visibilité à ces entreprises locaux. Puis également, les marchés publics, on le sait, c'est une belle vitalité économique de promouvoir au niveau local et régional nos producteurs pour bénéficier vraiment des produits frais et autres. Suite à un voyage aux îles de la Madeleine où j'ai vu des articles en verre fusionné puis je suis tombée en amour avec ça. Fait que je suis revenue en 2019. Puis à partir de là, j'ai cherché où je pouvais me procurer du verre et tout ça. Puis quand tu es à la bonne place au bon moment, il y avait quelqu'un à Blainville dans le temps. Elle est déménagée il y a 2 semaines, mais c'était elle qui m'a mis sur la piste de ça. Fait que depuis ce temps-là, je m'amuse puis je fais mes trucs là. Avoir un marché public, c'est augmenter la vitalité locale. Donc, si on n'a pas de producteur, on va être obligé d'acheter à l'extérieur. Puis, ça va coûter cher au niveau des GES, au niveau du transport, au niveau vraiment d'un plan de transition écologique. Le fait d'acheter local vient tout prendre son sens pour nous. Espace à friture, c'est une OBNL avec un groupe de 5 amis. On a décidé de partir un petit peu pour donner de la couleur, un petit peu une touche africaine au milieu de vie de Blainville. Donc, l'organisme a pour but de aider, de contribuer à tisser des liens, de favoriser les échanges interculturels. On va réaliser des ateliers, on va réaliser des cours de danse. Et puis, l'idée aussi, un petit peu, c'est que de plus en plus, les communautés culturelles arrivent sur la rive nord. Certaines pratiques
qui peuvent être innovantes au Québec pour la société, ben, on va essayer un petit peu de la mettre en pratique, un petit peu. Vous savez, on dit ça prend un village pour élever un enfant. Donc, on apporte un petit peu une touche un petit peu différente de ce qu'on a habituellement. On a une super belle collaboration avec Tourisme Basse-Laurentide. Donc, c'est la ville qui mandate Tourisme Basse-Laurentide et on a également le service des loisirs, des services des communications et travaux publics qui viennent faire un soutien logistique pour rendre cette belle expérience aux citoyens. À chaque marché public, on a entre 600 et 800 visiteurs qui viennent déguster, qui viennent aussi échanger avec les producteurs locaux. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu l'expérience qu'ils ont derrière, qu'est-ce qu'ils font en arrière. Puis c'est vraiment un temps pour faire une belle cohésion sociale, venir échanger, jaser avec les gens, puis venir avec votre famille pour déguster, venir acheter des produits locaux. C'est ma première participation, mais à 3e semaine pour être plus exact. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est que les gens sont intéressés, ils viennent, ils posent des questions, ils touchent. Et puis, oui, il y a quelques petites ventes pour le moment et je ne suis pas déçu de ma participation. C'est agréable, le contact est agréable. Les gens me convainquent que j'ai raison d'être enthousiaste. Oui. Donc, j'ai du plaisir à être présent. On invite tous les Blainvillois et Blainvilloises à venir participer au marché public jeudi, le 8 août, pour la promotion des marchés publics. Vous savez, les marchés publics sont là jusqu'au 12 septembre prochain. On a ajouté une semaine cette année, justement, pour aider nos producteurs locaux. Alors, on vous invite à grand nombre pour y participer. Quoi de neuf dans les Basses-Laurentides? La ville de Mirabel était présente au Salon international de l'aérospatiale de Farnborough, en Angleterre, du 19 juillet au 26 juillet dernier, parmi les 40 organisations du secteur de l'aérospatiale présentes. Le maire de Mirabel, Patrick Charbonneau, et la directrice de Mirabel économique, Annie Delaniello, étaient accompagnés des représentants d'Investissement Québec International, du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, de la délégation générale du Québec à Londres, d'Aéro Montréal et de Montréal International lors de cet événement. L'objectif de la présence de ce groupe à l'événement était de faire rayonner le Québec et plus particulièrement Mirabel dans le secteur de l'aérospatiale au niveau mondial. Plusieurs partenaires d'Espace Aéro, la zone d'innovation aérospatiale du Québec qui englobe la ville de Mirabel, l'arrondissement de Saint-Laurent et la ville de Longueuil ont fait découvrir aux participants les opportunités de croissance possibles dans le Grand Montréal à ce sujet. Le but premier d'Espace Aéro est la décarbonation et la mobilité aérienne avancée de sa zone. La ville de Saint-Jérôme a annoncé le 24 juillet dernier la construction d'une nouvelle piscine au parc de la Durantais, en plus de l'aménagement de jeux d'eau, de la construction d'un chalet de parc et de la réfection du stationnement. Le tout prévu pour 2026. Le maire Marc Boursier était accompagné de la ministre responsable du sport, du loisir et du plein air, Isabelle Charret, et du député de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, lors de l'annonce. Le trio a confirmé une aide financière gouvernementale de près de 10 millions de dollars dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. C'est la plus haute subvention gouvernementale pour une infrastructure sportive dans l'histoire de la ville de Saint-Jérôme. Le coût du projet est tout de même évalué à près de 19 millions de dollars par la ville. Selon M. Boursier, ce projet de démolition et de reconstruction s'explique par le fait que les infrastructures actuelles du parc de la Durantais ne répondent plus aux besoins de la population et accusent plusieurs bris mécaniques dans les dernières années, compte tenu que la piscine a plus de 40 ans. Selon le trio, cette nouvelle installation permettra d'améliorer la santé physique et mentale de la population, de contrer les températures élevées qui reviennent chaque année et d'encourager l'apprentissage de la natation. Les travaux sont prévus pour débuter en 2025. Pour apporter encouragement et douceur aux personnes atteintes de cancer, Nancy Thibodeau a créé il y a quelques années le projet Les Tucs de l'espoir. Avec son initiative, Mme Thibodeau alimente 17 hôpitaux au Québec, dont celui de Saint-Eustache et de Saint-Jérôme. Je me suis rendue à Saint-Hippolyte pour visiter son atelier. J'ai eu un cancer du cerveau. Plus tard, j'ai eu un cancer du sein. Quand j'étais à l'hôpital, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a une dame que je connais pas du tout qui m'a donné une veste. C'est l'infirmière qui est arrivée, c'était à l'hôpital juif de Montréal. Elle est arrivée, elle m'a donné une veste, puis j'étais contente. T'sais, bref, j'ai dit, hey, elle me connaît pas, pourquoi qu'elle me donne ça? T'sais, c'était super spécial. Finalement, après ça, j'ai eu le cancer du sein. J'ai été un autre 2 ans en traitement. Et par la suite, j'étais à la maison, puis je me suis dit à un moment donné, moi aussi, tu sais, je vais redonner au suivant parce que moi, j'ai vu la terreur des gens qui sont en traitement. C'est difficile pour eux autres d'arriver face à l'inconnu. Fait que moi, ce que je me suis dit dans ma tête, j'aimerais ça, faire des sacs de l'espoir et leur donner un tuc. Ça a commencé par les tucs.
J'ai dit, moi, je vais aller aux hôpitaux, je vais faire des tucs, puis je vais leur donner des tucs, puis pour qu'il y ait le coco au chaud. Tu sais, c'est un petit cadeau. Mais là, de fil en aiguille, ça fait 4 ans, c'est devenu les sacs de l'espoir. Ça, c'est les sacs de l'espoir. Les sacs qui nous sont remis par les Caisses des Jardins de la Rivière-du-Nord. Fait qu'ils nous donnent 1000 sacs. Puis ça, c'est rempli. J'ai commencé à demander aux artisans qui étaient autour des hôpitaux. En fait, comme, admettons, je donne un exemple, l'hôpital de Saint-Jérôme, j'ai fait le tour des artisans, je demande des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, toutes des affaires faites à la main, des pantoufles, des mitaines, des foulards, des choses qui donnent un petit goodies quand tu arrives en oncologie. Même des fois, il y a des petites grignotines à manger. Là, on est devenu avec 30 articles par sac. Fait que les sacs valent au moins là, 500 $ chaque sac. Fait que là, on travaille fort. Mais là, ça a tellement augmenté mon affaire que je suis rendue avec des partenaires pour tous les hôpitaux. Cette année, on a 1000 sacs. Je demande, admettons, j'ai demandé à la compagnie Aven, qui font des crèmes, qui font des lotions pour la perte de cheveux, qui font toutes des choses comme ça. Eux, ils m'envoient plein d'articles au nombre de 1000 que je sépare puis que je distribue dans les hôpitaux. La même chose pour les produits pour la bouche, parce qu'on a toujours la bouche sèche en traitement. Des produits comme la roche-posée, je pourrais en nommer plein, là. Il y a plein de monde qui nous donne vraiment des produits qui sont pour les patients en traitement. À la Cité de la Santé, on donne une centaine de sacs parce que c'est une grosse centre d'oncologie. Ici, à Saint-Jérôme, on en donne 80. Ailleurs, fait que je sais même pas combien j'en ai donné. J'ai jamais fait le compte, en fait. En fait, ce que je regarde plus, c'est les articles qu'il y a dans les sacs. Je regarde les articles de qualité qu'il y a dans les sacs parce que nous autres, on ne prend pas n'importe quoi. Moi, je veux que ça soit utile à la personne qui est là. Tu sais, des agendas pour tout noter, des petites choses, des livres de jeu quand tu es assis, c'est plate, des mandalas, tu sais, toutes plein de petites choses de même. Puis la principale affaire dans chaque sac pour les femmes, c'est la tuque. Des fois, je donne des bonnets aussi. Et les hommes, c'est une casquette. Tu sais, la première journée, quand tu arrives, c'est là qu'on veut leur donner le sac. Fait qu'on dit à l'infirmière, la personne est là, et là, elle a une tonne d'informations. Elle se fait brancher de partout. Elle a là. Puis là, elle se fait dire, tu sais, de rester là, de rester tranquille, puis ça. Puis c'est là qu'on veut donner le sac. Parce qu'on veut que pendant au moins un petit 10 minutes qu'ils regardent tout ce qu'il y a à l'intérieur du sac, ils pensent pas à ce qui est en train d'arriver. J'aurais aimé ça que ça m'arrive. Parce que c'est traumatisant, je vous le dis, c'est traumatisant pour les gens qui sont là. Puis, tu sais, moi, je suis rendue habituée, c'est rendu, OK, tu sais, ça fait plus de 14 ans là, que je suis en traitement, fait que je sais où je m'en vais, qu'est-ce que je fais, mais il y a des gens qui c'est long avant d'apprendre. C'est rendu une entreprise, là. C'est une entreprise, mais organisme de charité. Puis, il y a aussi des gens extraordinaires qui nous donnent des dons. Hein. Tu sais, des gens qui sont vraiment là, touchés par la cause puis qui veulent partager. Mais ça, je trouve, tu sais, je sais même pas comment les remercier, ces gens-là, tellement que c'est extraordinaire. Les tucs sont faits d'un French terry de coton. C'est un des matériaux parfaits. L'intérieur, on le daube en bambou. C'est un tissu naturel qui respire. On peut même dormir avec la tuque le soir parce qu'on a toujours froid quand on n'a pas de cheveux du tout. Ce qui est le fun, c'est que le pompon s'enlève pour les gens. À l'été, je vois pas le monde se promener avec des pompons. Puis on a fait une petite touche de fantaisie. Dans le fond, on met une taque au bout pour que ça paraisse pas que la taque est là. Fait que c'est la tuque de l'espoir. Fait qu'on prend toutes des modèles vraiment pour femmes de toutes les sortes. Fait que c'est notre modèle des tucs de l'espoir de cette année. Fait que vous voyez, il est super confortable en plus. Je côtoie ces gens-là tous les jours, puis je vois les gens qui reçoivent les sacs parfois, puis à chaque fois je pleure, là. Puis mon mari, l'an dernier, il était à l'hôpital Saint-Jérôme, au centre d'oncologie, et l'infirmière est arrivée avec un sac pour lui donner parce qu'il avait un cancer du poumon. Et il l'a refusé en disant, regarde, c'est moi qui fais les sacs avec ma femme, mais il a pleuré pendant au moins 3 jours, tu sais, pour dire, Nancy, lâche pas ça, continue à faire ça, continue à faire plaisir aux gens, là, c'est important.
À l'automne dernier, le BAP a recommandé au ministère de l'Environnement de ne pas donner le feu vert au dernier projet de Stablex, une multinationale spécialisée dans la gestion de déchets dangereux située à Blainville. Depuis, l'entreprise a demandé au gouvernement québécois de reconduire son permis d'exploitation pour les 5 prochaines années. C'est dans ce contexte qu'une coalition d'organismes environnementaux a demandé à la CAQ d'agir. Au Secours est un de ces organismes et je me suis entretenue avec sa directrice générale pour mieux comprendre les demandes de cette coalition. Pour commencer, pouvez-vous me parler un peu de l'implication de votre organisme dans le dossier Stablex des dernières années? Au Secours, ça fait depuis le dernier BAP là, qui a eu lieu en 2022 qu'on s'intéresse au dossier de Stablex. On avait été interpellés par des citoyens de la région qui se souciaient de la protection de leurs ressources en eau par rapport à un agrandissement des activités de Stablex. On a quand même suivi le dossier là, depuis sa création, mais on est beaucoup plus actifs là, depuis les 2 dernières années. Donc, on est plusieurs groupes en environnement, en fait, qui suivons ce dossier. Donc, il y a Au Secours, il y a le MAR, il y a la EBL et la KR, en fait, qui ont été impliqués de proche ou de loin avec les groupes citoyens. Donc, certaines actions se font de concert avec les citoyens, d'autres actions se fait vraiment à titre de regroupement là, des groupes en environnement. Et quels sont les doutes et les recommandations émis par votre coalition? Les principaux points, en fait, qui nous sonnaient un peu des clochettes, là, et de un, c'est le manque de traitement des eaux d'écoulement du site. Donc, qu'est-ce qui se passe quand il y a des fortes pluies? Où vont ces eaux d'écoulement-là, donc, qui tombent sur le site, qui vont ensuite vers les fossés? Ces fossés-là sont déversés par la suite dans des rivières, des ruisseaux. Donc, c'est pour ça que les citoyens ont procédé à une campagne d'échantillonnage. Mais ça a clairement été dit là, pendant les consultations du BAP que le ministère n'a pas procédé au suivi qu'il devait faire. C'était une des recommandations du BAP, c'était de demander au ministère de l'Environnement de vraiment bien s'assurer que le programme de suivi de performance environnementale était effectué de façon conforme et de ne pas laisser l'entreprise elle-même faire ses propres vérifications. Par la suite, est-ce que le procédé Stablex aussi est aussi efficace qu'on le prétend? Donc, il y a eu des propos tenus par des anciens employés de Stablex pendant les consultations qui démontraient en fait qu'il y avait des émanations toxiques sur le site, que non, à première vue, le procédé semblait pas être à 100% efficace. Donc, nous, on a eu des questionnements par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour s'assurer que les produits dangereux sont bel et bien stabilisés avant d'être enfouis, parce que c'est une des conditions essentielles là, au permis d'enfouissement. Et êtes-vous inquiète du futur de l'enfouissement de déchets toxiques au Québec? Au Québec, on a plein d'industries qui viennent se développer. Notre premier ministre Legault promet un gros développement économique autour du plan Saint-Laurent. Ces entreprises-là sont attirées aussi avec une garantie qu'on va gérer leurs déchets dangereux qui vont être produits. Comment est-ce qu'on envisage ça sur du long terme? Est-ce que Stablex est la seule et unique solution qu'on envisage ou est-ce qu'on envisage avoir une politique de réduction des déchets dangereux? Donc, nous, ce qu'on demande, c'est justement une planification à long terme, une analyse complète de qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi les déchets dangereux au Québec, comment est-ce qu'on prévoit en réduire la production dans les prochaines années. Le rapport du BAP a été plutôt défavorable à la mise en place de ce nouveau projet de Stablex, mais de son côté, le ministre Benoît Charette, le ministre de l'Environnement, donc, veut continuer avec ce projet-là. Donc, il peut tout simplement faire fi là, de ces recommandations du BAP, c'est bien ça? Les recommandations du BAP sont toujours des recommandations. Donc, le ministre de l'Environnement n'a jamais l'obligation de suivre et d'exécuter, en fait, ce que le BAP dit. Par contre, dans ce cas-ci, ce qui a été analysé au BAP il y a 2 ans, c'était une option d'agrandissement que Stablex déposait pour une cellule 6. Cette cellule 6 était collée sur la grande tourbière de Blainville. On a réussi à bien démontrer là qu'il pourrait pas assurer l'étanchéité à la grande tourbière, que c'était vraiment une menace réelle pour la protection de ce milieu humide-là d'importance dans le sud du Québec. Donc, le BAP était vraiment défavorable à l'utilisation de ce nouveau site-là visé. Et c'était le site aussi qui était la propriété de la ville de Blainville dont la mairesse a déchiré l'entente. Et qu'est-ce que ça a comme conséquence, cette entente-là qui est déchirée par la mairesse de Blainville? En refusant, en fait, d'octroyer ce terrain-là, elle rendait un peu toute l'analyse du BAP sur ce nouveau terrain-là caduque parce que si le terrain n'est pas disponible à l'entreprise, ben, le projet ne peut pas avoir lieu. Par contre, le ministre de l'Environnement a tout récemment dit
Ben, si nous, on voudrait aller de l'avant avec ce terrain-là, on a tous les outils législatifs, on a tous les pouvoirs pour obliger la Ville de Blainville à céder ce terrain-là à l'entreprise privée. Donc oui, on est quand même dans une guerre de pouvoir en ce moment. D'accord. On n'a jamais fait quelque chose d'aussi grand que ça, un site d'enfouissement pour des déchets dangereux, si proche d'un lieu humide. Donc, quand bien même qu'on laisse une zone tampon, est-ce que cette zone tampon-là va être suffisante? On manque d'analyse, justement, de suivi en temps réel. Il manque de transparence sur les rejets. On prend des grands risques là, pour la protection de l'eau potable. Ceci dit, si jamais ce terrain-là est pas, peu importe les scénarios qui sont imaginés par le ministre de l'Environnement, l'entreprise a toujours l'option d'utiliser la cellule 6 initiale, donc celle qui avait été analysée dans les années 80 et qui avait déjà été autorisée, qui est celle proche du quartier résidentiel de Blainville. Donc là, on est à quelques centaines de mètres là, de des habitations. C'est la raison pour laquelle Stablex veut essayer de trouver un plan B là, à cette situation initiale-là, c'est que elle le sait que la distance est très proche des maisons et que probablement il va y avoir des irritants là, pour ce quartier résidentiel-là. Elle veut essayer de minimiser en fait l'impact qu'elle peut avoir. Soit que c'est une menace pour la protection de l'eau potable dans la Grande Tourbière, soit que c'est une menace pour les propriétés qui sont à proximité. On doit réduire l'importation des déchets. Donc déjà là, on fait augmenter la durée de vie de la cellule 5 suffisamment longtemps pour avoir un nouveau plan de gestion des déchets dangereux au Québec et par la suite laisser ce site-là qui est déjà sursaturé et penser à une nouvelle façon en fait de traiter nos déchets dangereux pour pas que ça menace la qualité de vie des Québécois. Vous dites donc qu'il y a une partie de ces déchets toxiques qui ne viendraient même pas d'ici. En ce moment, il y a plus de la moitié des déchets de Stablex qui proviendraient d'importation. On a une mauvaise connaissance de c'est quoi les produits qui rentrent dans le site parce que c'est pas public. On devrait faire cesser l'importation, garder la place qui reste dans le site tout simplement pour les déchets du Québec et pendant ce temps-là, revoir au complet notre type de gestion pour plus avoir à agrandir encore et encore ce site-là. Il n'y a plus de place à Blainville pour ça. La Ville de Lorraine a annoncé l'ouverture de ses tout nouveaux terrains de tennis et de pickleball au Parc Lorraine. La Ville a investi plus d'1 million de dollars pour la réfection et l'ajout de ces terrains sportifs. Ce projet incluait l'ajout d'éclairage ADEL, la mise en place d'une surface adhérente et l'installation de mobilier. Lors de la saison estivale, les terrains de tennis et de pickleball du Parc Lorraine sont ouverts de 8h à 22h. 4 autres terrains de tennis sont accessibles au Parc Albert-Clément. La population est aussi invitée à venir tester les nouvelles installations le 24 août prochain de 13h à 16h lors d'une initiation au pickleball et à des parties amicales dans le cadre de la fête de la famille. Quelques places sont toujours disponibles au lorraine.ca. Le maire de la ville de Rosemère, Éric Westram, et l'équipe municipale des services communautaires ont annoncé que le projet d'art urbain situé à la place des Jeunes est complété. Le skatepark amélioré, disponible à tous les adeptes de planches à roulettes, de trottinettes et de vélos de montagne, aborde maintenant un style unique, coloré et graphique. Cette initiative d'art urbain est née dans le cadre d'une entente de développement culturel entre la ville de Rosemère et le ministère de la Culture et des Communications. Le collectif d'artistes et muralistes Funky Art Cartel avait été sélectionné pour réaliser le projet après un sondage fourni aux citoyens de la part de la ville. Il s'agit de la première œuvre de ces artistes dans la ville. Ils souhaitent, de par cette œuvre, démocratiser l'art, colorer le monde et inspirer. Rosemère invite la population à redécouvrir le parc de planches à roulettes, déjà très populaire auprès des jeunes, et toutes les autres installations sportives disponibles à tous à la place des jeunes. Depuis près d'un mois, un tout nouveau centre d'amusement a ouvert ses portes à Mirabel. Arcade, patins à roulettes, jeux vidéo, restaurants où serveurs et robots se côtoient, il y en a pour tous les goûts. Et j'ai décidé d'aller y faire un tour. Le Time Out, c'est vraiment un nouveau concept qu'on essaie d'emmener au Québec. C'est une roue à tech rétro mixée avec du nouveau. Dans le fond, on a beaucoup de technologies mixées avec justement la culture qui est rétro années 90 pour justement que les gens un peu plus vieux se rappellent de leurs bons souvenirs et qu'on en crée des nouveaux pour les plus jeunes. L'élément principal du Time Out, c'est vraiment la piste de patins à roulettes. On a une grande piste qui fait toute la surface du Time Out. Ensuite, on a des allées de mini-bowling
des arcades, on a aussi du curling, on a une table de billard, du lancer au dard, on a un bar, on a un restaurant et un élément du restaurant qui est très, très populaire auprès de tous. Dans le fond, il y a un robot serveur qui sert justement les repas à notre table. C'est une des premières places, justement, surtout dans la Rive-Nord, il n'y en a pas du tout. Sinon, c'est très loin au Québec, justement, pour aller faire du patin. Il y a une grande communauté de patineurs, du patin à 4 roues, là, pas du rollerblade, qui veulent des lieux, justement, pour patiner. Puis on est le premier sur la Rive-Nord. Puis on espère, justement, en ouvrir éventuellement d'autres succursales dans un futur rapproché. On a des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Québec qui sont venus justement pour essayer la place, puis ils n'ont pas été déçus. Donc, on est bien contents. Dans le fond, on a ouvert le 4 juillet, puis depuis, ça a quand même explosé sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, puis sinon, c'est vraiment du bouche à oreille. C'est fait dans les Laurentides. Je dirais qu'on a eu beaucoup de succès sur Instagram, TikTok, Facebook. On a une grande communauté sur Facebook d'environ 7000 personnes jusqu'à présent, ce qui est vraiment super. Puis après juste un mois d'ouverture, donc on est bien contents. Pour l'instant, le but, c'est vraiment de s'adapter à ce que la clientèle veut. S'il y a des arcades justement qui sont moins populaires, on va les changer pour ce que notre clientèle demande. Puis ensuite, on veut faire des événements thématiques. On veut vraiment s'adapter à ce que le client veut. On s'est fait beaucoup parler d'une soirée country. On a décidé de le faire sur un coup de tête. Puis jusqu'à date, on a eu beaucoup de succès avec ça. Soirée disco, même chose. Puis on veut juste que notre public soit heureux au time-out. Dans le fond, on a les jeunes qui s'habillent en rétro avec les vêtements de leurs parents. Non, je vous dis, le monde, ils sont bien, bien contents. Puis on a vraiment des clients de tous les âges. J'étais là vendredi dernier. Puis je vous dis, là, les clients de tous les âges, de 2 ans jusqu'à 65 ans, on avait des clients. Puis tout le monde satisfait, tout le monde heureux. Puis c'est enfin un bon lieu pour s'amuser, là. Et voilà, c'est ce qui conclut cette édition de l'Hebdo. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour d'autres actualités de votre région.